Je m'appelle Tanguy, je ne suis pas breton, mais je suis historien d'art et archéologue, et je vous souhaite la bienvenue à la Villa Médicis. Alors, peut-être à l'extérieur, vous avez remarqué que les murs blancs sobres ne laissent pas deviner les beautés exceptionnelles que nous allons découvrir maintenant ensemble. Pourquoi? Eh bien, deux architectes ont travaillé ici, et peut-être vous devriez savoir que la personne qui a construit cette merveilleuse villa n'est pas un membre de la famille des Médicis, mais un cardinal au nom très célèbre également, le cardinal Giovanni Ricci da Montepulciano. Le bon vin toscan est ici, et nous sommes en 1564. Alors l'architecte n'est pas très connu non plus, c'est un nom que je trouve assez amusant, Nanni di Baccio Bigio. Nanni di Baccio Bigio. Baccio veut dire bisou en italien. La sensualité des noms italiens associés à l'art est infinie, comme vous le savez. Et tout va changer avec un nouveau propriétaire, ici, en 1576. Ferdinand Ier de Médicis devient le propriétaire de la villa, qui porte son nom aujourd'hui. Alors, il est très riche, mais il est très intelligent, c'est un homme de goût, qui va faire venir avec lui un architecte de très grand talent, très célèbre à l'époque, Bartolomeo Amanati. Alors peut-être ça ne vous dit rien, amare, aimer en italien, à nouveau la sensualité est présente, mais c'est l'architecte de la fameuse Villa Pitti, le palais Pitti, pardon, à Florence, qui a terminé, commencé par Brunelleschi, et également la fontaine du Neptune, que j'espère vous avez admiré, et le musée étrusque, le plus grand musée étrusque du monde, ici à Rome, la Villa Giulia. Alors, une image vaut 1000 paroles, je voudrais que vous me suiviez maintenant, et nous allons admirer le travail de Amanati. Alors venez, je vais descendre. Bas-reliefs antiquisants, tous originaux, entre le 1er et le 2e siècle. Alors, on remarque d'abord, au-dessus de l'arc, le fameux symbole, les armoiries de la famille des Médicis. Si vous allez à Florence, vous ne pouvez pas les manquer, ils sont à chaque angle de rue. Ces boules sphériques, d'ailleurs, vous savez qu'il y a une légende au sujet des Médicis qui voudrait nous faire croire que nous avions des médecins. Vous savez, médico en italien veut dire docteur, medici veut dire docteur au pluriel, et ces boules sphériques seraient des pilules médicinales. Alors évidemment, un grand respect pour la noble profession de médecin, mais c'est une légende. Vous avez en fait des besants. Alors les besants étaient des poids utilisés au Moyen-Âge, à l'époque byzantine, pour le poids de l'or et de l'argent, ce qui fait référence à une fonction de grands banquiers de la finance européenne. Ce sont des financiers, des banquiers, et vous avez également un chapeau de cardinal au-dessus. Alors pourquoi? Car Ferdinand était prince de l'Église à 14 ans. Alors ce n'est pas un homme religieux, je dois vous prévenir, c'est un homme qui n'a pas choisi de devenir cardinal, on l'a choisi pour lui, mais ce n'est pas trop jeune. Vous savez, à l'époque on se marie, on a des enfants à cet âge-là, et d'ailleurs, un de ses illustres ancêtres, nous avons tout de même 2 papes dans la famille des Médicis, avant lui, Léon X et Clément VII. Léon X devient cardinal à 13 ans, ce n'est pas un record absolu. Alors devant nous, vous avez le lion, symbole de pouvoir solaire, mais également le signe astrologique de Ferdinand de Médicis, qui était né le 30 juillet 1549 sous le signe des lions. Alors, je ne dis pas ça c'est pas un détail, car en fait, Ferdinand est un homme qui est très superstitieux et croyait fortement à l'astrologie. Nous allons visiter ensemble ses appartements privés, et sachez que sa chambre à coucher, le plafond, est peint de détails, c'est son horoscope personnel, c'est la carte du ciel. Alors, vous avez également la statue de Mercure, Hermès, le messager des dieux, mais également le protecteur des marchands, des voyageurs et des
des voleurs. Alors, je n'ai pas dit des banquiers, mais, hein, qui sait. Et vous avez alors une superbe bas-relief. Alors, commençons à votre gauche et à votre droite. Vous avez deux grands rectangles avec des guirlandes à l'intérieur et un squelette d'animal, une tête de taureau. Alors, sachez que ce bas-relief a été réalisé en 9 avant Jésus-Christ exactement. Ça a été commandité par Octave, futur Auguste, donc le premier empereur des Romains, pour célébrer la fin de la guerre civile et le début de la fête romaine, la Pax Romana. Donc ça provient de l'Area Pacis, le nombril de l'Empire romain, et c'est ici, sur ces murs, depuis 1576. Ne soyez pas choqués. Alors, également, au premier niveau, vous avez remarqué des bas-reliefs. C'est des, des choses importées ou c'est réalisé en copie? C'est les originaux. Les originaux, hein. Alors, au premier niveau, vous avez des Romains qui amènent un taureau, et à droite, ils le sacrifient au dieu de la guerre, Mars. Nous sommes à la fin du 1er siècle, à l'époque de l'empereur Trajan, peut-être devrais-je préciser le général Trajan, car le sacrifice. Au dieu Mars, pourquoi? Car une guerre a été déclarée contre la Dacie, ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Alors, vous savez que le général Trajan est victorieux, va devenir empereur, mais on est superstitieux, ils ont sacrifié un taureau au dieu de la guerre. À l'extrême gauche, au premier niveau, un cavalier s'enfuit, traverse une rivière, car il est effrayé par l'avancée de l'armée romaine, le général Trajan. Et à l'extrême droite, vous l'avez reconnu, j'espère, un homme avec une musculature assez importante, qui vous rappelle l'ancien gouverneur de la Californie, Héraclès pour les Grecs, Hercule pour les Romains, et un des 12 travaux d'Hercule, le combat contre le lion de la forêt de Ménée. Alors, vous allez me dire, c'est très joli ce que vous racontez, Trajan, Hercule, des bas-reliefs romains originaux de grande qualité. Pourquoi? Alors, il n'y a pas de hasard, la symbolique est très claire. Sachez que Hercule, au même titre que Minerve, Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, représente et défend la ville natale de Ferdinand, c'est-à-dire Florence. Donc il y a une référence de sa ville, ici sur ces murs, mais Trajan fait partie des 5 bons empereurs. Alors si vous êtes des lecteurs ou des lectrices de Machiavel, vous savez que dans Le Prince, Nicolas Machiavel décrit les 5 bons empereurs romains qui étaient Nerva, alors c'est pas un empereur, c'est un conseiller, qui va nommer comme successeur le général Trajan, qui empereur va adopter Adrien, qui ensuite va choisir comme successeur Antonin le Pieux, et nous terminons avec un remarquable empereur, philosophe, stoïcien, Marc Aurèle. Alors, sachez que Ferdinand n'est pas seulement un homme religieux, entre guillemets, un prince de l'Église, c'est d'abord un politicien, un homme ambitieux, qui a un programme, qui était diplomate pour le duc de Toscane aux États pontificaux du Vatican. Et ensuite, lui-même deviendra, en 1587, le grand-duc de Toscane. Donc, il est inspiré, si vous voulez, par la sagesse, le leadership, le meilleur qu'il soit antique, celui du général Trajan. Alors, autre chose très importante, vous avez à ma droite un grand bâtiment qui est fermé, qui est la bibliothèque, dans laquelle vous avez plus de 26 000 ouvrages pour les historiens, car les chercheurs. Et au premier niveau, vous voyez quelques fenêtres ouvertes. Ce sont des appartements pour les heureux pensionnaires, au nombre de 21. Alors, ne pensez pas qu'ils sont tous logés là. Il y a d'autres pensionnaires, très chanceux, qui sont dans les jardins bucoliques, romantiques et labyrinthiques, dans lesquels nous allons nous promener ensemble, tous ensemble, très bientôt. Nous promenons. Alors, j'aime beaucoup Julien Lepers, et j'ai une question pour un champion, pour une championne à vous poser. Alors, regardez, l'obélisque qui est malheureusement un faux, et oui, de même que la sculpture de Jean de Boulogne et les 2 lions sont des faux, des copies du XIXe siècle transportées, et oui, par Ferdinand de Médicis, lorsqu'il est devenu le grand-duc de Toscane. Il a emporté avec lui ce qu'il aimait, hélas pour nous, mais ne soyons pas, disons, tristes. Ma question est, combien d'obélisques pensez-vous nous avons à Rome?
Alors, vingtaine. Hmm Une vingtaine. eh bien, vous êtes très généreux, mais il faut être plus précis. Ma réponse est entre 10 et 20. 12. Eh bien, vous avez gagné mon estime et l'estime de chacun et chacune ici. Le bar est fermé, je suis désolé, autrement je vous aurais offert un verre, mais vous avez gagné mon estime. Vous avez tout à fait raison.